Bonjour à tous et bienvenue à ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un peu du Cameroun-Canada. C'est un sujet assez large pour être honnête. Ça peut être vu de plusieurs manières, puisque je vais en venir en fait, c'est la différence entre vivre au Cameroun puis vivre au Canada, puis vraiment ce que j'ai réalisé entre les deux pays et comment je vois les deux pays. Donc, quand on parle de vivre au Canada, c'est d'abord un thème vraiment large, parce que quand on quitte d'une province sur une autre, comment dire, c'est comme la culture est très différente. C'est la culture entre une personne qui vit en ville puis une personne qui vit plus dans le côté urbain de la société, pas urbain, dans le côté rural de la société est très large. Mais c'est juste un petit retour en histoire parce qu'on voit que l'histoire du Canada, c'est une histoire assez longue qui a été, comment dire, qui a été marquée par l'avenue de différents groupes à travers le temps. Donc, Canada, tu sais, l'immigration au Canada, c'est quand même un sujet là. Puis à certaines périodes du temps, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants qui sont venus, qui viennent soit de l'Irlande, de la France, de l'Angleterre, de la Pologne, de l'Ukraine même. Et récemment, l'Ukraine récemment et aussi Haïti. C'est l'histoire du Canada, c'est une histoire en fait d'immigration. C'est un pays d'immigrants. Et c'est une des choses que j'aime avec le Canada. Et en fait, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est en fait de parler de mes premières expériences quand je suis venu au Canada, puis comment comparer cette expérience au Cameroun. En fait, j'ai réalisé que quand je suis arrivé au Canada, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je suis arrivé en hiver, comme beaucoup d'immigrants. Je suis comme, oh wow, de la neige. Tu sais, je regarde par dehors, je vois l'autoroute pour la première fois, je vois une ville qui brille, tu sais, la neige qui tombe. C'était des belles images pour mes premiers arrivées au Canada. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, en fait, j'étais un jeune de 12 ans. C'était en 2012, 2012 ou 2013. Et j'étais pas quelqu'un de très sociable dans ce temps-là. Et je réalise que une de mes plus grandes peurs, en fait, c'est comment je vais m'acclimater à la culture aussi au Canada. Donc, je me souviens back then que les premières choses qui passaient par ma tête, c'est que quand tu penses à une école quelque part en Amérique du Nord, tu penses tout le temps qu'il y a comme un bully dans l'école, qui lui, sa job, c'est de racketter les petits jeunes pour prendre leur argent. Dans ma tête, c'est ça le Canada. Puis, j'étais vraiment surpris parce que c'était complètement le contraire. Donc, moi, je suis arrivé. Les premières personnes avec qui je suis devenu ami, c'était comme des. J'étais en secondaire 1, c'était des skaters. Puis les skaters sont vraiment les personnes les plus cool que j'ai jamais rencontrées toute ma vie. J'ai un big heart for those guys. Non, mais c'est eux, c'est avec eux je traînais, puis des blonds, puis ils étaient vraiment amicaux, ils montraient comment ça marche, ils montraient comment je faisais pour payer mes shit, à qui, comment je parle aux gens. Tu sais, j'ai tellement appris de ces gens-là, puis je leur suis énormément reconnaissant, ils peuvent même pas l'imaginer. Genre, je me souviens encore leur nom, Lucas Verger, guy was fucking cool. Mais pour revenir au point, c'est que le fait c'est que t'es des blancs, ça m'a comme donné comme vraiment image positive du Canada, du fait que je ne suis pas juste entré dans le Canada puis juste traîné avec des personnes qui me ressemblaient. J'étais des personnes qui avaient une expérience de vie complètement différente de moi, et puis ça m'a donné vraiment un visage très positif du Canada, dans le sens que le Canada est un pays ouvert où on accepte les gens qui pensent ouvertement, on le pousse ça de l'avant. Et j'ai l'impression que c'était comme d'une certaine manière opposé à ce que je vivais au Cameroun en fait. Parce que au Cameroun, c'est en Afrique, et l'Afrique c'est très homogène visuellement. Culturellement, c'est autre chose, mais visuellement, tout le monde se ressemble, tout le monde est la peau noire, tout le monde est. On se ressemble tous et c'est très difficile de, de, de se séparer à cause de ça. Ça fait que c'est pas une idée qui est présente en nous que ah, t'es différent physiquement parce que dans ma classe, je me souviens, t'es 99,9% africain né au Cameroun. Avec un... Donc, t'es un gros changement en fait. Puis je réalise, ben, je suis pas sûr exactement, mais je pense que le fait qu'on se ressemblait tous, on avait moins ce, comment, pas une pression, mais moins de cette préoccupation à aller vers des personnes qu'on connaissait pas parce que d'une certaine manière, tout le monde se ressemblait. On n'avait jamais eu à dealer avec des questions comme lui ne me ressemble pas. Comment j'interagis avec lui. Donc ça, c'est une grosse différence que j'ai remarqué entre les deux pays. Le truc, c'est que une des critiques que je peux faire, c'est que malgré que le Canada est un pays assez ouvert mentalement, il y a toujours comme cette pression sociale qui existe que d'une certaine manière, euh, on est toujours un peu d'une certaine manière ramené à notre identité culturelle. Tu sais, d'une certaine la manière que je le vois un peu, je le dis, c'est que quand j'étais en Afrique, j'étais juste un Africain. Mais maintenant, ici, je suis devenu un Noir. D'une certaine manière, on m'a comme mis une étiquette que je n'ai pas décidé, que je ne comprends pas et que je ne connais pas.
Et d'une certaine manière, en tant qu'une personne immigrante, on essaye toujours de comprendre cette identité-là qu'on n'est pas nécessairement sûr c'est quoi ou d'où elle vient. Tu sais, c'est toute une autre histoire que nous, on n'a pas été appris ni éduqués pour. C'est des fois, je le dis ici, mais quand j'ai des collègues, des fois, ils me racontent l'aspect de l'histoire des nègres et comment ceux-ci ont été traités des esclaves et tout le mouvement derrière. Tu sais, en Afrique, ce n'est pas vraiment un sujet qui est discuté parce que ce n'est pas vraiment un sujet qu'on trouve qui nous concerne. Et c'est assez regrettable d'une certaine manière de savoir qu'on ne connaît pas tant la réalité pas des, oui, des Africains, des Africains dans d'autres pays du monde. Et c'est assez regrettable de ne pas avoir connu toute cette histoire de Malcolm X et tout le mouvement racial des années 1960, si je ne me trompe pas. 1990 aussi. Mais c'est ça aussi, je peux en revenir au fait que c'est assez frustrant de vivre au Canada et d'avoir cette étiquette pointée sur nous d'une certaine manière. Si on ne sait pas si elle est vraie ou pas, mais le fait qu'on se dit qu'on est noir, même si on ne le ressent pas, on n'a jamais connu cette réalité, c'est assez frustrant d'une certaine manière parce que souvent ce n'est pas une étiquette qui est de manière positive. C'est pas une étiquette qui est vue de manière positive et c'est assez frustrant d'avoir cette étiquette posée sur soi. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais d'une certaine manière, quand je regarde la télé aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, c'est devenu un peu comme un trend, tu sais. Genre, tu regardes une personne noire de nos jours, la couleur de peau noire, même si j'approuve pas vraiment ce mot-là, mais tu regardes une personne, puis tu vois qu'ils ont tout le temps, c'est comme, comment dire, il y a comme, euh, on essaie de nous montrer à quoi on doit ressembler, puis moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'ils nous montrent, en fait. Je ne suis pas d'accord avec la manière qu'ils nous présentent sur la télé que, oh, ce qui est cool maintenant, c'est de porter des dreads, c'est de porter des Air Force One, c'est de porter des jackets. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de représentation pour les personnes qui ne se considèrent pas noires, mais qui se considèrent africains dans la télé. On dirait que pour tout le monde, il y a juste un seul groupe et c'est très frustrant à observer au quotidien. Je regardais, je sais pas d'où ça a apparu là. Peut-être c'est juste moi qui est comme hors du système et qui est en désaccord avec tout ça, mais tu sais, genre la culture des dreads, moi je suis pas en accord avec ça, c'est pas les cultures, les valeurs qui m'ont été montrées, puis je suis pas d'accord que c'est le seul moyen, je trouve qu'on devrait être capable de faire plus pour montrer qu'il y a d'autres, qu'il y a d'autres moyens, comment dire, c'est quoi le mot encore? C'est pas d'autres visions, pas une vision, mais qu'il y a d'autres systèmes, pas système, il y a d'autres quoi? Oui, je pense que j'ai trouvé le mot finalement. Le mot, je pense, c'est archetype. Archetype, je sais pas si c'est le bon, mais qu'il y a d'autres archetypes qui existent, qu'on n'est pas juste posé fitter dans un seul groupe. Et moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il y ait plus de diversité visuelle sur ce côté-là et qu'on ne soit pas juste bunché, juste comme dans un seul groupe. C'est vraiment frustrant à regarder au quotidien. Je sais que d'une certaine manière, je critique beaucoup l'aspect qu'on s'est fait très catégoriser puis mettre dans des boîtes au Canada. Peut-être que c'est juste dans ma tête, mais moi j'ai l'impression que c'est une réalité qu'on se met à vivre quand on émigre dans ce pays. Mais une des frustrations que j'avais aussi, juste pour partager la critique, que j'avais au Cameroun, c'était le fait qu'on vivait aussi très encloisonné parce que l'Afrique est un pays très traditionnaliste. Mais l'Afrique est un pays. Le Cameroun est un pays très traditionnaliste d'une certaine manière que euh, on vit beaucoup selon les valeurs qu'on nous a appris. On n'essaye pas vraiment de les critiquer, mais pas les critiquer, mais moi j'ai grandi dans la mentalité que ce qu'on t'apprend, tu peux pas vraiment discuter contre, tu dois juste l'accepter parce que c'est ça que tes aînés te disent, tu n'as pas le droit de, de contredire tes aînés en fait, parce que la logique qu'on nous a appris, c'est que les aînés, ils savent mieux que toi. Donc, c'est pas une valeur vraiment qui est présente au Canada. Et d'une certaine manière, je l'observe, puis je n'ai pas encore pris de décision dessus. Est-ce que nos aînés ont toujours raison ou est-ce que nos aînés n'ont pas toujours raison? Parce que des fois, je regarde la politique de nos jours, puis c'est principalement des personnes âgées qui sont dedans. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit écouter nos aînés ou non? Anyway, c'est une question que je pose aussi d'une certaine manière. Mais pour dire que le fait qu'on vit au Cameroun, on vit dans un pays qui est très traditionniste, où on n'a pas vraiment tant d'opportunités de penser autrement. On a l'impression d'être aussi comme limité face à la façon de penser, parce que j'ai l'impression que
une des choses qui m'a marqué, c'est que quand je vivais au Cameroun, j'avais l'impression que, oh, par exemple, les personnes homosexuelles. Donc, moi, j'ai été appris que les personnes homosexuelles, c'est des personnes qu'il ne fallait pas faire confiance à. C'était des mauvaises personnes, c'était des dangers pour la société. Et là, j'arrive dans cet autre pays, puis j'ai une vision quand vécu qui est complètement différent. Ça fait d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a plus un aspect plus révolutionnaire ici au Canada sur certains aspects sociaux, tandis qu'au Cameroun, certes, il y a une très forte influence révolutionnaire, mais on dirait que cette influence révolutionnaire est plus poussée vers le gouvernement d'une certaine manière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun est une démocratie. Cependant, depuis son existence, le Cameroun n'a que deux présidents. Et le président qui est là présentement, ça fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir et qu'il a 90 ans. Donc, il n'est pas vraiment la meilleure personne pour diriger un pays, selon moi. Mais pour en revenir au fait, c'est que on, il y a cet aspect révolutionnaire, mais l'aspect révolutionnaire est plus pour un changement du pays. Tandis qu'au Canada, l'aspect révolutionnaire, on dirait qu'il se présente plus sur les membres des normes et cultures sociales qui sont très indépendantes. Et je trouve le sujet quand même intéressant, le fait que de comparer les pays, des fois je me dis, un pays c'est comme un mini test qui est en train d'être réalisé. Je sais pas si plusieurs sont d'accord avec moi, mais d'une certaine manière, tu sais, genre le game Fallout où il dit chaque base est en fait un test que les gens sont en train de réaliser, puis je me demande si le Canada et le Cameroun sont les tests en train de faire, pas vraiment qu'est-ce qu'on est en train de tester, mais quelles sont les valeurs qui sont imposées chez les citoyens de chaque côté. Parce que je nomme le Cameroun comme certaines des valeurs, c'était le respect des traditions, l'unité, le support. Et au Canada, on voit qu'il y a l'entraide et on voit qu'il y a, je dirais d'une certaine manière, la famille est forte. Et je dirais aussi que l'ouverture d'esprit fait partie des grandes valeurs canadiennes. Bon, c'est juste ça pour dire que des fois, je me pose juste la question que si chaque pays est si différent les uns des autres, c'est vraiment quoi les valeurs de votre pays et comment vous voyez que cela se présente en fait. En tant qu'étudiant en travail social, j'aimerais faire une petite parenthèse que des fois, comment dire, d'abord, ma compréhension du travail social, c'est en fait, c'est les personnes qui ont étudié pour comprendre les différents problèmes qu'une société fait face. Et leur rôle, en fait, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais cependant, comme on dit, des fois, la première chose qui joue un rôle dans tout ça, c'est le travailleur social et son expérience à lui-même. C'est vraiment le travailleur social, comment lui voit la société, ses valeurs, ses biais, et tout ça joue un rôle. Ça fait que des fois, quand on pense que, en tant qu'immigrant et étudiant en travail social, une des difficultés que j'ai rencontrées, en fait, c'est le choc de valeur d'une certaine manière. Parce que comme j'ai nommé plus haut, une des valeurs du Cameroun, c'est en fait de le respect envers les aînés, qu'on n'a pas le droit vraiment de contredire nos aînés. Nos aînés, tout ce qu'ils disent, en fait, c'est la vérité avec la vérité. Ça fait que récemment, j'ai fait un stage en travail social où j'étais apporté à travailler avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, que je considérais mes aînés. Ça fait que mes aînés me disaient des choses, et même si je savais que ces choses-là n'étaient pas vraies, ma première réaction est fait de retomber dans mes habitudes apprises en fait, et de dire que ne pas critiquer en fait, c'est pas le bon mot, mais ne pas contredire la personne avec qui j'interagissais. Donc, un des points en fait que j'aimerais apporter, c'est que des fois, en tant qu'étudiant en travail social, je suis souvent confronté à ces chocs de valeurs en fait. Et des fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ça m'arrive souvent en fait pas juste nécessairement au travail social, mais dans ma vie quotidienne, d'une certaine manière, entre préserver l'harmonie du groupe et contredire la personne qui est face à moi, même si je sais que la contradiction va mener à un conflit. Et ouvertement, le conflit n'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a appris à chercher, en fait, parce que je pense que ça se relie aussi à de mes valeurs plus jeunes que j'ai été appris, qu'on m'a tout le temps dit que tout, tout conflit est mauvais d'une certaine manière. Comment le dire en fait, on m'a appris en fait que
se bagarrer avec les gens, puis attaquer les autres n'est pas une bonne chose à faire. Et d'une certaine manière, je trouve que des fois, c'est limitant. Je trouve vraiment que c'est limitant parce que j'aimerais dire que des fois, j'aimerais ça juste aller dans le conflit juste pour... Parce que je pense que mes points ne sont pas nécessairement négatifs, mais j'aime de... Il y a un vieux dicton en fait qui dit que réfléchir avant de parler, c'est une... réfléchir avant de parler. Donc, en fait, c'est un vieux dicton qui a toujours été présent avec moi, que si tu ne parles pas juste pour parler, pense à tes paroles et pense à les actions et que tes paroles vont avoir. Et je trouve que ce proverbe a été très vrai, mais d'une certaine manière, quand je, le, je lis je lis ce proverbe à d'autres valeurs, je trouve que d'une certaine manière, ça me limite du fait que je ne dis pas ce que je pense. Et je réalise que le fait de ne pas dire ce que tu penses est très limitant dans la vie réelle parce que d'une certaine manière, je le nomme ici que moi j'ai un cerveau très actif, j'ai un cerveau qui parle beaucoup dans la tête, je suis tout le temps en train de parler, mais la réalité c'est que je ne suis pas tout le temps, dans la réalité je ne suis pas tout le temps en train de parler, c'est des pensées qui entrent, mais c'est pas une voix qui sort. Donc c'est pour ça en fait que des fois quand j'interagis avec les gens, j'ai ces pensées qui arrivent, mais je suis pas capable de les nommer parce que je me dis, oh, réfléchis. C'est comme c'est contre-intuitif d'une certaine manière parce que tu penses à penser à dire quelque chose. Tu penses à la conséquence de ta pensée avant de dire ta pensée. Donc, d'une certaine manière, c'est très limitant. Et je n'ai pas encore vraiment trouvé la recette à cette problématique, mais ce que j'ai réalisé, c'est une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de me forcer à juste dire ma pensée et, comme on dit, bloquer mon schéma narratif habituel que n'essaie pas nécessairement de trouver la conséquence de ta pensée, mais juste dis ta pensée parce que non, ce qui va sortir est complètement imprévisible en fait. N'essaie pas de contrôler le monde à l'extérieur de toi. Tu n'as vraiment aucun contrôle pour ça. Mais une méthode qui a commencé à marcher pour moi, c'est pas parce que dire ta pensée, c'est pas la méthode magique, ça ne marche pas tout le temps. Mais des fois, juste tu sais, genre, si tu rentres dans ton schéma narratif et tu te dis, euh, bon, je vais pas dire fort quand même, mais tu rentres dans ton schéma narratif et tu te mets à tourner à l'intérieur et tu penses à les conséquences que ta pensée va avoir. Si tu penses que la conséquence de ta pensée va être, comment dire, va impacter le monde ou la réalité autour de toi, il est important de nommer cette pensée malgré tout parce que tu ne sais pas ce qui... Pas tu ne sais pas, mais tu l'as deviné, mais si tu sais l'impact que ta pensée va avoir, il est important de le nommer parce que si tu le nommes pas, la pensée que tu as reçue ne sert à rien. Et en fait, ça nuit à sa valeur, puis ça nuit à ta valeur personnelle. Donc, si tu penses que tu as quelque chose à dire qui devrait être dit, dis-le. Aussi simple que ça. Prochaine. Je suis très curieux de vous poser la question, puis merci de m'avoir écouté.